Bonjour à tous, je suis ravi d'être à Surfing Bitcoin pour la cinquième fois, la cinquième année consécutive pour moi. C'est toujours un plaisir d'être à Biarritz, la ville du Bitcoin et du surf. Alors donc, je m'appelle Yorick de Montbine, je suis magistrat à la Cour des comptes, mais je m'exprime à titre personnel. Le Bitcoin est pour moi un hobby. Et donc cette année, je vais vous proposer une introduction générale au Bitcoin. Introduction. Si vous pensez que le Bitcoin est trop difficile à comprendre, si vous auriez aimé comprendre le Bitcoin, mais que vous y avez renoncé parce que c'est trop compliqué, et si vous pensez que finalement c'est pas pour vous, vous n'êtes pas concerné, c'est trop tard, ben justement cette présentation est pour vous. Juste une question, est-ce qu'il n'y a pas un renvoi des slides sur les écrans devant? Ça, c'est pas possible? D'accord, ok, merci. Donc voilà, cette présentation est pour vous. Moi, je pense qu'on peut comprendre Bitcoin, même si c'est compliqué. Alors, je reconnais qu'il y a plusieurs approches différentes. Donc moi, je vais vous proposer la mienne, mais c'est quand même intéressant de compléter avec d'autres approches. Et je pense que tout le monde va être concerné par Bitcoin. Parce que Bitcoin, ce n'est pas les cryptos, c'est différent, c'est Bitcoin. Le Bitcoin va rester, à mon avis. Le Bitcoin, c'est un ovni technologique qui est en train de devenir une monnaie. C'est un ovni technologique qui est en train de devenir une monnaie. C'est donc un phénomène incroyablement complexe, intéressant et important de notre époque. Et je pense que tout le monde sera concerné, donc c'est important que chacun se fasse son opinion sur ce sujet sans être influencé par tous les prétendus experts qui, depuis des années, se trompent systématiquement en nous annonçant la fin de Bitcoin, en nous disant que Bitcoin va disparaître, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Donc, pour développer ces aspects, qui seront forcément très réducteurs, je vais procéder en 4 temps. D'abord, faire un panorama général sur qu'est-ce que c'est que cette chose, Bitcoin. Ensuite, un focus un peu technique pour dire comment ça fonctionne et comment c'est sécurisé, surtout. Ensuite, quelques éléments pratiques pour dire comment on en acquiert, comment on les utilise, comment on les dépense. Et puis enfin, quelques grandes questions, quelques défis, quelques problèmes qui sont soulevés par cette chose. Je commence par le panorama général. La première chose importante à comprendre, c'est que Bitcoin ne surgit pas de nulle part. Il ne tombe pas du ciel comme ça un beau jour. En fait, il est le résultat de décennies de recherches infructueuses pour essayer de créer une monnaie qui fonctionne sans banque et sans État, pour mieux protéger la vie privée et pour corriger les excès et les problèmes du système financier et monétaire traditionnel. Mais toutes ces tentatives pendant des décennies, faites par des cryptographes, des informaticiens, des intellectuels, elles avaient échoué. Jusqu'à ce qu'en 2008, un inconnu propose une nouvelle solution, Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, je vous conseille de voir ce remarquable film de Rémi Forte disponible sur Arte, qui montre très bien cette histoire et qui montre que l'inventeur du Bitcoin s'inscrivait dans cette tradition, cette filiation d'activistes qui voulaient renforcer la protection de la vie privée dans une société où la surveillance se développe. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le créateur du Bitcoin, il n'a plus de contrôle sur le dispositif. C'est un système qui fonctionne sans pilote. Et ça fait partie de ces choses qui sont étonnantes et difficiles à comprendre. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Bitcoin ne fonctionne pas seulement malgré l'absence d'un pilote, mais plutôt grâce à l'absence du pilote. Le fait qu'il n'y ait pas d'entité centrale pour faire fonctionner cette chose, en fait, le rend plus robuste, comme on va le voir par la suite. Je pense qu'il faut distinguer deux Bitcoins. Bitcoin avec un grand B et le Bitcoin avec un petit b. Bitcoin avec un grand B, c'est une infrastructure de paiement. Une infrastructure de paiement. Alors que le Bitcoin avec un petit b, c'est l'unité numérique et comptable qui circule sur cette infrastructure de paiement. Conceptuellement, ce sont deux choses très différentes. Donc, je propose qu'on creuse ces deux aspects. L'infrastructure de paiement, qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de stocker et de transférer de la valeur sur Internet de manière incensurable, sans que personne ne puisse interrompre les paiements pour quelque raison que ce soit. Et ça, c'est réalisé parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Personne n'a le pouvoir d'interrompre un paiement.
Ce système est décentralisé parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale et en même temps, il est hyper sécurisé. Ces paiements sont programmables de manière de plus en plus sophistiquée. On peut affecter des conditions au déclenchement des paiements et ça alimente ensuite tous les espoirs de ce qu'on appelle la révolution blockchain. On reviendra dessus par la suite. Et enfin, cette infrastructure, elle offre une souveraineté financière aux individus dans le sens où un individu qui possède ces codes de Bitcoin, personne ne peut lui saisir ces Bitcoins. Personne, personne, personne. Ça veut dire qu'il est totalement détenteur de son actif financier. Ce qui n'est pas le cas d'un compte bancaire, d'une action ou autre, qui toutes peuvent être saisies, volées ou spoliées ou dépréciées par l'inflation monétaire. J'insiste sur cette notion d'absence de tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est vraiment celui dans les systèmes actuels qui a une utilité, qui permet de sécuriser les dispositifs. Par exemple, quand vous faites un virement bancaire, il y a plein de tiers de confiance entre vous et le destinataire. Le problème des tiers de confiance, c'est qu'ils ont beaucoup d'inconvénients. Ils créent des risques, des délais, des coûts, de la surveillance. Et donc, c'était ça l'objectif, c'était de se passer de tiers de confiance. Et c'est donc une rupture technologique radicale d'avoir réussi à le faire. Alors maintenant, le Bitcoin, l'unité numérique et comptable. En fait, métaphoriquement, on peut dire que c'est un droit d'usage, c'est-à-dire comme un ticket pour utiliser une machine. Mais ce ticket serait réutilisable et transférable. C'est le ticket dont vous avez besoin pour utiliser l'infrastructure Bitcoin. C'est le droit d'usage de l'infrastructure Bitcoin. Comment est produite cette unité ? Eh bien, le logiciel, le protocole, prévoit en détail comment se fait cette production. Et cette production ne se fait que pour un seul usage, c'est rémunérer certains des acteurs qui contribuent à sécuriser ce dispositif. Cette émission, elle est automatique, personne ne la pilote, ne la décide, ne la modifie. Elle aboutit à une quantité limitée de ces unités numériques et comptables. Et puis, elle n'est pas manipulable. Personne ne peut décider de modifier ce régime d'émission. Et enfin, cette unité, elle est échangeable sur des bourses d'échange spécialisées. Et donc, là, vous voyez que je n'ai pas parlé de monnaie. Je parle d'une unité numérique et comptable. Mais on sent bien que cette chose, en fait, elle va pouvoir être utilisable comme une monnaie. Et c'est ça la transition. Comment une chose qui n'est pas une monnaie, progressivement devient utilisable comme une monnaie. Donc, si on récapitule, ça veut dire qu'on a deux choses intégrées dans un dispositif. On a d'un côté l'infrastructure Bitcoin et de l'autre, on a la quasi-monnaie, ou ce qui est une monnaie en devenir, et donc un système monétaire en devenir. Et ça, c'est une photo de moi quand j'ai compris cette double dimension de Bitcoin. Et ça m'a pris un certain temps parce que c'est pas si intuitif que ça. Dans les systèmes contemporains, on est habitué à ce que les systèmes de paiement soient distincts des systèmes monétaires. Je peux faire un virement en euros par Visa, par Mastercard, ou avec ni l'un ni l'autre, en utilisant du cash physique. Avec Bitcoin, les deux sont intégrés en un seul dispositif. Ils sont indissociables. La monnaie ou la quasi-monnaie est donc l'infrastructure qui représente en quelque sorte le sous-jacent de cette quasi-monnaie. Donc quand on dit que la monnaie Bitcoin n'a pas de sous-jacent, en fait, ce n'est pas exact. La vérité, c'est qu'on a quelque chose qui ressemble à une monnaie et qui a un sous-jacent, qui est une infrastructure technologique totalement nouvelle, novatrice, révolutionnaire, l'infrastructure Bitcoin. Donc, si on résume, le Bitcoin repose sur Bitcoin. Le Bitcoin repose sur Bitcoin. Où en est son adoption ? Quelque chose d'aussi nouveau, d'aussi étonnant, d'aussi disruptif prend forcément du temps pour être adopté. Donc cette adoption, elle est progressive. On peut l'utiliser comme moyen d'échange pour acheter des choses dans les commerces, sur Internet, mais ce n'est pas encore très développé. Ça progresse, mais ça peut progresser beaucoup plus. On peut l'utiliser pour stocker sa valeur, pour épargner, et puis on peut l'utiliser pour faire du trading, acheter et vendre contre des euros ou des dollars et empocher des profits. Et c'est plutôt ça l'utilisation principale en ce moment, mais ce n'est pas du tout lié à sa nature intrinsèque, c'est simplement qu'on est dans cette phase, dans cette transition, où c'est son usage le plus simple et le plus spontané. On estime qu'il y a à peu près 400 millions d'utilisateurs de crypto dans le monde. On ne sait pas combien possèdent du Bitcoin.
Donc on peut simplement faire une estimation. Si on considère qu'il y a à peu près la moitié qui ont du Bitcoin, ça fait 200 millions d'utilisateurs de Bitcoin. Mais je pense que ce chiffre est sous-évalué parce que ça évolue très très vite. On peut penser que nous, habitants en France, pays développé, démocratique et tout, finalement, avec des systèmes de paiement modernes, ça ne nous concerne pas. Mais c'est important de bien comprendre qu'il y a des milliards de personnes à qui ça va bénéficier avant nous, et c'est déjà le cas. C'est ce que montre ce livre remarquable du directeur de la stratégie de Human Rights Foundation, une ONG consacrée aux droits de l'homme. Dans l'ensemble du monde, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui utilisent Bitcoin pour se protéger contre l'arbitraire politique, les dictatures, la corruption administrative, l'inflation monétaire. Eux en ont besoin. Bitcoin leur est très utile. Parfois, c'est même une question de vie ou de mort pour eux. C'est très précisément documenté dans ce livre. Nous, à chacun de voir si ça le concerne ou pas. Et ça évolue, bien sûr, en fonction du contexte. Et alors, il y a une institutionnalisation en cours. Il y a maintenant une énorme industrie, des milliers d'entreprises, certaines massives, des médias spécialisés, des conférences comme celle-ci, pas aussi bien que Surfing Bitcoin. Des réglementations dans les États qui s'adaptent, qui tâtonnent, qui sont très variables d'un pays à l'autre, de même que les fiscalités. Il y a des fiscalités très favorables et d'autres très confiscatoires. En France, c'est un peu intermédiaire. En France, si vous vendez vos bitcoins contre des euros, vous devez déclarer la plus-value que vous faites et payer 30% sur la plus-value réalisée. Et ça, c'est applicable aussi si vous achetez un bien avec vos bitcoins. Si vous achetez une maison, une voiture, une bière, vous êtes censé déclarer la plus-value que vous avez faite, comme si vous aviez vendu au préalable vos bitcoins contre des euros pour ensuite acheter votre maison ou votre bière. Donc c'est un système intermédiaire. Et puis, la grande nouveauté de l'année 2024, c'est que Wall Street prend désormais Bitcoin très au sérieux. Il y a des énormes entités de Wall Street qui maintenant, après des années d'observation attentive et de recherche et d'études, ont décidé que Bitcoin était quelque chose de sérieux et qu'il fallait se positionner dessus. Et puis évidemment, le Salvador, qui a donné cours légal au Bitcoin, les choses là-bas se mettent en place progressivement. Il n'est pas du tout impossible que d'autres pays suivent dans les années qui viennent. Le prix, il est fixé par la rencontre entre l'offre et la demande, qui varie à chaque instant, et personne ne détermine le prix de Bitcoin. Les déterminants principaux de ce prix, en fait, ils sont très nombreux. Il y a la technologie, les débats technologiques, la politique, les changements de réglementation, la géopolitique, les guerres et autres, et puis surtout, quand même, l'économie. Et dans l'économie, surtout, la politique monétaire. Aux États-Unis, depuis 1959, la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui circule, a été multipliée par 73. Et 2/3 de cette augmentation ont été réalisés depuis 20 ans. Donc c'est absolument vertigineux. Vous voyez que la quantité de monnaie explose. Et ça a commencé avec la décorrélation du dollar et de l'or par Nixon au début des années 70. Chacun sent bien que c'est une évolution qui n'est pas saine, qui n'est pas naturelle. Le stock de monnaie n'est pas censé exploser comme ça. Ça engendre de multiples inconvénients, et notamment l'inflation des prix. D'abord concentrée sur des marchés d'actifs, immobilier, finance et tout, et ensuite généralisée à toute l'économie et aux biens de consommation. Et cette courbe contraste de manière frappante avec la courbe du Bitcoin. Ça, c'est la courbe d'émission du Bitcoin dans le temps. Aujourd'hui, il y en a presque un peu moins de 20 millions qui ont été émis. Et donc, c'est l'émission dont je parlais tout à l'heure, qui est automatique et qui sert à rémunérer certains acteurs, qui sécurisent le dispositif. Et donc, toutes les 10 minutes, un certain nombre de bitcoins sont émis pour rémunérer ces acteurs dont on va parler après. Et ce nombre de bitcoins est divisé par 2 tous les 4 ans automatiquement. C'est le protocole qui le prévoit. Donc, au début, en 2009, il y avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Et aujourd'hui, on en est à 3,125. Et les divisions continuera. Et c'est ça qui aboutit à cette fameuse limite de 21 millions de bitcoins. Il n'y aura jamais 21 millions de bitcoins. On n'atteindra même pas ce chiffre. Un bitcoin est divisible en 100 millions d'unités. Donc vous voyez qu'il est en fait il est 1 million de fois plus divisible que l'euro, qui lui est divisible en 100 unités. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut
si on multiplie le nombre de bitcoins par le nombre de ces sous-unités qu'on appelle des satoshi, eh ben on aboutit à ce chiffre en langage ad hoc, 2100 milliards de 1000 satoshi. Et ça veut dire que si le cours du bitcoin augmente, on libellera les prix non pas en bitcoin, mais en satoshi. Et c'est déjà le cas, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'en multipliant les sous-unités comme ça, on multiplie les bitcoins ? Certains le croient, mais en fait, non. Si vous avez une pizza, que vous la découpez en parts et que vous subdivisez chacune de ces parts, vous n'avez pas plus de pizza, vous avez plus de sous-unités. Donc là, j'ai fait dans cette première partie un panorama général sur ce qu'est Bitcoin. Maintenant, on va entrer dans le dur, dans la partie un peu coriace. Donc accrochez-vous, c'est la partie technique. On n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne Bitcoin pour l'utiliser, heureusement. En revanche, c'est intéressant de se renseigner sur comment il est sécurisé pour se faire une opinion sur Bitcoin. Pas seulement si on a envie d'en acheter ou pas, mais simplement pour savoir si c'est quelque chose qui a une chance de survivre ou pas. Donc, la sécurisation de ce dispositif, ses objectifs, c'est d'éviter le piratage, évidemment, puisque c'est un dispositif informatique, et puis d'éviter que ce régime d'émission soit modifié. C'est ce nombre de bitcoins toutes les 10 minutes qui est divisé par 2 tous les 4 ans. Il ne faut surtout pas qu'il soit modifié. Donc l'inventeur du bitcoin, pour atteindre ses objectifs, il a procédé d'une manière extrêmement innovante. Donc ça, ce sont les principes de son invention. D'abord, ce logiciel est open source, contrairement à des logiciels comme Microsoft qui font l'objet d'une propriété intellectuelle. Le logiciel Bitcoin, chacun peut le lire, le consulter, le copier. Il est open source. Il est adapté, enrichi, modifié avec une gouvernance un peu complexe, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui lui permet aussi de s'améliorer avec le temps. Les paiements sont publics. Ce sont des messages envoyés sur un réseau qui sont lisibles par tous les membres du réseau. Il n'y a pas l'identité des gens, il y a des codes comme des codes de compte bancaire. La vérification de la légitimité de chaque paiement, elle n'est pas confiée à des autorités centrales, mais elle est décentralisée auprès d'un grand nombre d'acteurs locaux. Et le registre dans lequel on inscrit combien appartient à qui à chaque instant, il n'est pas concentré dans des entités centrales, il n'est pas secret, il est public, consultable par tous, et il est distribué sur des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde. Vous voyez là que tout est public. Rien n'est secret. Ça veut dire que déjà, ça ne peut pas être un Ponzi. Un Ponzi, pour fonctionner, nécessite des mécanismes secrets. Donc, ça, c'est le registre qu'on appelle la blockchain, qui est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs. On l'appelle blockchain, chaîne de blocs, parce qu'il a la structure d'une base de données organisée en paquets de paiements regroupés toutes les 10 minutes. Chaque paquet, bloc, étant relié au précédent de manière cryptographique. Donc, symboliquement, ça ressemble à une chaîne de blocs. Alors, comment ça fonctionne ? D'abord, qui sont les acteurs de ce dispositif ? D'abord, les premiers acteurs, ce sont les utilisateurs, c'est vous et moi. Ceux qui possèdent du Bitcoin, qui en reçoivent, qui en envoient, et qui n'ont pas besoin d'être des informaticiens ou des cryptographes. Et parmi cette catégorie, il y a une catégorie d'acteurs, des individus ou des entreprises, qui décident de télécharger deux choses. Le logiciel Bitcoin, qui fait fonctionner le système, et la base de données Bitcoin, la blockchain Bitcoin, et qui décident de faire jouer un rôle à leur ordinateur, qu'on va appeler un nœud, un rôle dans le système de sécurisation du dispositif, un rôle très important, que je vais décrire après. Et parmi ces nœuds, il y a enfin une dernière... Alors, ces nœuds, ils le font de manière bénévole, ils ne touchent pas d'argent pour ça, ils le font pour avoir une souveraineté accrue sur leur Bitcoin. Mais parmi eux, il y en a qui vont travailler davantage, ce sont les mineurs, en contrepartie d'une rémunération, et pour sécuriser le dispositif. Donc on va parler des mineurs un peu plus en détail. D'abord, le terme mineur est intéressant parce qu'il y a une claire analogie avec les métaux précieux. On a là une sorte de ressource rare, en quantité limitée, qui est de plus en plus coûteuse à extraire, qui nécessite du travail pour l'extraire. Ces mineurs, ce sont en général des entreprises et qui sont en compétition les unes par rapport aux autres pour être la première toutes les 10 minutes à résoudre une équation cryptographique qui est posée automatiquement par le protocole, qui change toutes les 10 minutes.
Et chaque mineur qui a pu prouver qu'il avait engagé des ressources de calcul importantes en matériel, en électricité, et qui peut prouver qu'il a trouvé la solution de l'équation, est rémunéré automatiquement avec le nombre de bitcoins prévus que j'ai décrit tout à l'heure. Dans cette compétition, c'est lui qui empoche les bitcoins. Et ensuite, pour les 10 minutes qui suivent, la compétition recommence pour le prochain groupe de paiement. À l'origine, chacun pouvait faire du minage dans sa chambre, et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une activité industrielle parce que ça demande des matériels très spécialisés et de très grandes quantités d'électricité. Si bien qu'on a là, par exemple, une entreprise, chaque ordinateur est un de ces milliers d'ordinateurs qui font des calculs massifs. Et je reviendrai dans la dernière partie sur l'aspect environnemental. Donc maintenant, comment circule un paiement ? Comment est sécurisé un paiement alors qu'il n'y a pas de tiers de confiance pour le faire ? La première étape, c'est si vous voulez envoyer un bitcoin, l'outil que vous utilisez, qui est en général une application sur un smartphone, conçoit un message qui dit « voilà, j'envoie un bitcoin à un tel ». Ce message est diffusé sur le réseau. Il est vérifié par les nœuds dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas les individus qui le font, c'est automatiquement. Leur ordinateur vérifie que vous existez, que vous possédez le bitcoin que vous prétendez posséder, et que votre destinataire existe, et que le message est structuré en respectant les règles du protocole. Une fois que ça c'est fait, ça se fait en quelques secondes. Une fois que c'est fait, c'est envoyé, c'est récupéré par les mineurs qui, eux, rassemblent les paiements et constituent donc des blocs de paiement et font leurs calculs massifs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne en résolvant l'équation. Dès qu'il a gagné, il diffuse la solution et le bloc à l'ensemble du réseau, des nœuds, qui récupèrent le bloc avec toutes les transactions et actualise le registre, la blockchain. Donc toutes les 10 minutes, ce registre, qui est dupliqué dans le monde entier, est actualisé. Et donc la personne qui a envoyé un bitcoin se retrouve avec un bitcoin en moins et son destinataire se retrouve avec un bitcoin en plus. Ces mineurs, ils sont rémunérés par deux choses, les bitcoins qui sont émis à cet effet dont j'ai parlé, et puis aussi par des frais qui sont payés par celui qui fait le paiement, des frais payés en bitcoin. Ces frais, ils sont choisis par le payeur en fonction de la vitesse de validation qu'il recherche. Et ça dépend des applications qu'il va utiliser. À partir de 2140, il n'y aura plus de nouveaux bitcoins émis. Donc les mineurs, dont le rôle continuera à être essentiel pour sécuriser le dispositif, ils seront rémunérés seulement avec ces frais de transaction. Et donc le pari, c'est que le cours du bitcoin sera à ce moment-là assez élevé pour servir d'incitation économique à ces mineurs qui ont des coûts massifs et qui font ça pas par philanthropie, mais pour chercher une rentabilité. Quand ils touchent des bitcoins, ils les vendent pour couvrir leurs coûts et pour faire un bénéfice. Ces frais, ils sont relativement faibles, ils sont à moins d'$1 en général. Quand le réseau est saturé, ils explosent, mais ça c'est très ponctuel. Et puis alors donc ça veut dire que ce dispositif n'est pas pertinent pour faire des micro-paiements. Si vous voulez envoyer l'équivalent de 10 centimes en bitcoin, mais que vous avez des frais de 80 centimes, ce n'est pas une bonne idée. On va voir par la suite qu'il y a un dispositif complémentaire pour les micro-paiements. Donc, les déterminants de la robustesse technique du Bitcoin, du système Bitcoin, puisque c'est ça qui compte, c'est dans quelle mesure ce dispositif est robuste. Il y en a deux principaux, c'est le niveau de décentralisation, combien il y a de nœuds sur le réseau. Plus il y en a et plus le système est difficile à pirater. Parce qu'il est plus difficile de pirater 50 000 ordinateurs qu'un ordinateur, tout simplement. On ne sait pas exactement combien il y en a. On sait qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers, probablement plus de 100 000. Donc, ce niveau est extrêmement satisfaisant. Et le deuxième paramètre, c'est la puissance de calcul du minage. On peut la calculer, l'observer, et il se trouve qu'elle est en augmentation exponentielle. Elle atteint des niveaux absolument prodigieux, inimaginables. C'est désormais la plus grande puissance de calcul sur Terre. La plus grande capacité de calcul sur Terre, c'est celle du réseau Bitcoin, qui est bien plus importante que celle des GAFA, de Google, d'Amazon, de l'État américain, de tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui explique que Bitcoin n'ait toujours pas été piraté depuis son existence, depuis le début de son existence. Il y a maintenant plein de travaux académiques dans beaucoup d'universités qui modélisent en mathématiques, en informatique, comment se passerait une tentative de piratage de Bitcoin. On sait ce qu'il faudrait faire, comment ça se passerait.
Mais on se rend compte avec le temps qui passe que dans le dispositif conçu par Nakamoto, en fait, il devient plus rationnel économiquement de contribuer à sécuriser le dispositif en étant mineur, plutôt que d'essayer de le pirater. Parce que le pirater nécessite des ressources colossales en électricité, en matériel, pour une espérance de réussite assez faible, pour un gain probablement éphémère. Et donc, malgré des tentatives des meilleurs pirates du monde depuis des années, le dispositif Bitcoin est toujours inviolé. Et plus le temps passe, et plus la probabilité pour qu'il soit piraté un jour chute et devient complètement négligeable. Alors, il y a un système d'une grande subtilité. On n'est pas obligé de l'identifier, là encore, pour savoir utiliser Bitcoin, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est au cœur de la compréhension de pourquoi Bitcoin existe toujours. Bitcoin existe toujours alors que les meilleurs experts nous annoncent depuis des années qu'il va disparaître et qu'il va être remplacé par les autres crypto-monnaies. Et donc, c'est important de comprendre pourquoi il existe toujours. Une des raisons, c'est l'ajustement de la difficulté. Le mécanisme que je vous ai décrit tout à l'heure, il crée un risque. Si le prix augmente, ça va attirer des nouveaux mineurs qui vont vouloir faire du profit en touchant des bitcoins. Donc, ils vont avoir une puissance de calcul croissante et le risque, c'est que ça accélère le rythme de production des bitcoins parce que certains mineurs vont pouvoir résoudre l'équation plus vite que la moyenne des 10 minutes. Donc, ça créerait une inflation non désirée. Et l'inventeur du Bitcoin a trouvé une astuce étonnante qu'on appelle l'ajustement de la difficulté. Toutes les 2 semaines, la difficulté de l'équation cryptographique que doivent résoudre les mineurs toutes les 10 minutes est ajustée en tenant compte de la puissance de calcul globale du minage moyenne sur les 2 dernières semaines. C'est un ajustement qui est automatique, il est décidé par personne, c'est le logiciel qui le détermine. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération de l'émission de Bitcoin, parce qu'un mineur qui se retrouverait avec beaucoup plus de puissance de calcul, comme la difficulté augmente, il ne peut pas résoudre l'équation plus vite. Mais ça a un autre intérêt en termes monétaires qui est étonnant, que je trouve tout à fait fascinant, que je vais résumer de la manière suivante. Dans toutes les monnaies de l'histoire mondiale, de l'histoire humaine, quand la demande pour la monnaie augmentait, on trouvait toujours un moyen d'augmenter la production de monnaie. Et inéluctablement, ça aboutissait à une perte de confiance dans la monnaie, une dépréciation de la monnaie et une disparition de la monnaie. Ça s'est toujours passé comme ça. Et avec Bitcoin, grâce à ce mécanisme, en fait, on aboutit à quelque chose de complètement différent. Si la demande augmente, toute chose égale par ailleurs, le prix du Bitcoin va augmenter. Donc ça attire des mineurs, et donc ça augmente la puissance de calcul globale du minage, ce que j'ai décrit tout à l'heure. À ce moment-là, la difficulté s'ajuste, et qu'est-ce qui se passe ? En fait, la sécurité est renforcée, puisqu'il est plus difficile de résoudre l'équation cryptographique. Donc, toute chose égale par ailleurs, si le Bitcoin devient plus sûr, plus robuste, il devient plus désirable. Il devient plus désirable en tant qu'objet de placement, éventuellement. On a envie qu'il soit le plus sécurisé possible. Donc, en résumé, une hausse de la demande engendre une hausse de la protection de Bitcoin et une hausse de la demande. Et donc, c'est un mécanisme d'une subtilité absolument fascinante, je trouve. Et ce qui me choque, c'est que beaucoup des critiques de Bitcoin, des commentateurs de Bitcoin, ignorent ce mécanisme. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de le détailler. Alors, cette technologie Bitcoin, en fait, c'est l'intégration de 4 technologies principales qui existaient déjà. Le pair à pair, le chiffrement asymétrique, qui est une avancée récente de la cryptographie, le minage par la preuve de travail, dont le concept existait avant Bitcoin, de même que le registre distribué, qu'on a appelé ensuite blockchain. Donc, vous voyez, parler de technologie blockchain, en fait, c'est trompeur, parce qu'on ne sait pas si on parle du 4e élément ou de la technologie qui permet d'intégrer les 4 éléments. Et puis les autres crypto-monnaies, dont certaines sont sans doute intéressantes, mais elles ont toutes expérimenté des méthodes de sécurisation très variables, très différentes. Par exemple, beaucoup ont abandonné le minage par la preuve de travail. Et donc, utiliser l'expression technologie blockchain pour les autres cryptos et pour le Bitcoin, alors que leur méthode de sécurisation n'a plus grand-chose à voir, en fait, c'est trop vague, c'est trompeur. Donc moi, je préfère ne pas utiliser l'expression technologie blockchain.
Cette technologie du Bitcoin, elle est évolutive, elle se renforce, la sécurité se renforce, et puis le passage à l'échelle est en train d'être garanti. Dès le début, on savait qu'on ne pourrait pas transférer toutes les transactions financières du monde sur le réseau Bitcoin, il serait saturé. Donc il y a plein de solutions qui ont été expérimentées, et l'une d'entre elles est en train de progresser très nettement, c'est le Lightning Network, qui permet de faire en fait une infinité de transactions sur des petits montants, instantané, donc plus rapide que les 10 minutes de moyenne habituelles, et sans consommation d'électricité additionnelle. J'insiste là-dessus. Ça veut dire que le système Bitcoin va pouvoir prospérer sans faire bouillir les océans, contrairement à ce que tout le monde nous dit. Donc maintenant, quelques aspects pratiques. Je vais être assez rapide là-dessus parce que sur Internet, il y a beaucoup de tutoriels très bien faits, notamment celui de Découvre Bitcoin. Il y a 400 vidéos sur leur page YouTube. Donc je vais simplement présenter les grandes lignes. Pour acquérir du Bitcoin, le moyen le plus intuitif, c'est d'utiliser un distributeur. Il y a maintenant des distributeurs de Bitcoin partout dans le monde, sauf en France. C'est dommage. On en trouve facilement dans plein de pays, et en France, il y en a, je crois qu'il y en a pratiquement plus du tout. Donc, heureusement, il y a des plateformes d'échange sur Internet. Il y a beaucoup d'arnaques, donc il faut faire attention. Il y en a qui sont reconnus. Donc là, c'est simple, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Donc, vous créez un compte sur ces sites, vous faites un virement bancaire, et là, ensuite, vous achetez, vous vendez du Bitcoin. Alors ensuite, quand vous avez du Bitcoin, il est prudent de ne pas le laisser sur ces sites, surtout si c'est des sommes que vous n'avez vraiment pas envie de perdre, parce que ces sites sont vulnérables au piratage, aux saisies étatiques, etc. Donc, il faut rapatrier ces bitcoins sur toutes sortes d'outils qui sont possibles. Le plus simple, c'est une application sur son téléphone qu'on appelle un wallet. Alors évidemment, si on perd son téléphone, au préalable, il vaut mieux avoir noté une liste de mots engendrés automatiquement par l'application et qui sert de code de récupération. Si on perd son téléphone, on peut réactiver son compte sur un autre téléphone, heureusement. Donc l'enjeu, c'est en fait de bien protéger cette liste de mots. Si on la perd ou si on se la fait voler, c'est très dangereux. On peut l'apprendre par cœur et ensuite brûler ce papier, c'est possible. Et ça veut dire qu'on peut traverser les frontières avec des bitcoins dans sa tête, littéralement. Et il y a un objet encore plus sécurisé. Il se trouve que le leader mondial est Ledger, une société française. Ça ressemble à des clés USB. Ça se connecte à un ordinateur ou un téléphone. Et c'est très facile d'utilisation. Et ça, c'est très, très, très robuste. Ensuite, une fois qu'on a ces bitcoins, si on a envie de les dépenser, les échanger, les envoyer à sa grand-mère, ben, c'est très simple. Ça se fait de téléphone à téléphone, en scannant un QR code ou en envoyant un code par SMS ou par mail. Là, c'est dans un magasin. Le commerçant vous présente un QR code que vous scannez et ça engendre un transfert de Bitcoin. Si des gens veulent acquérir des Bitcoins mais n'ont pas envie d'en acheter, ben, ils peuvent aussi s'en procurer en vendant des biens. Et moi, je pense que c'est par ce biais-là que l'usage de Bitcoin comme monnaie va se développer. Si le cours du Bitcoin continue à progresser dans les années qui viennent, on va voir dans le monde de plus en plus de commerçants qui voudront être payés en Bitcoin, qui octroieront des réductions pour les clients qui payent en Bitcoin. On va voir de plus en plus de salariés qui voudront être rémunérés en Bitcoin. Et donc, l'usage commun du Bitcoin pourra se déployer. Et en fait, c'est déjà ça qui est en train de se passer dans certains pays. Mais c'est normal que ça prenne du temps, c'est transitoire. Donc, pour résumer cette partie pratique, ça reste un peu compliqué à utiliser, mais ça progresse d'une manière foudroyante. Chaque année, il y a des innovations, il y a des solutions, c'est de plus en plus pratique. Et moi, quand j'ai découvert ce système, j'ai trouvé que l'utiliser d'un point de vue concret, ça m'aidait d'un point de vue cognitif à mieux comprendre ce que c'était. On se rend compte que c'est facile à utiliser et que c'est révolutionnaire quand on le fait concrètement. On peut le faire avec des toutes petites sommes, en fait. Donc maintenant, passons à quelques enjeux principaux, quelques grandes questions. D'abord, on dit que le Bitcoin peut favoriser le crime. C'est largement exagéré. Pour une raison très simple, c'est que les grandes mafias, les grands terroristes, les grands trafiquants, ils utilisent quelque chose de 1000 fois plus pratique, de 1000 fois plus simple pour faire leur trafic. C'est le dollar, l'euro et le système bancaire. C'est beaucoup plus pratique que le Bitcoin pour eux. Et d'ailleurs, les banques sont condamnées chaque année à des milliards de dollars d'amende parce qu'elles ne sont pas assez prudentes.
Ensuite, est-ce que les États vont tuer Bitcoin? Ce qui est certain, c'est que le dictateur n'aime pas Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est un outil de souveraineté individuelle et de liberté. La plupart des dictateurs détestent Bitcoin. Et même dans nos systèmes démocratiques, certains de nos dirigeants détestent Bitcoin. Alors, il y a des pays où les États ont essayé d'interdire Bitcoin, mais en fait, ça ne sert à rien. Les gens continuent à utiliser Bitcoin. Techniquement, le seul moyen de tuer Bitcoin, c'est de couper Internet. Et encore, il y a des nouvelles solutions qui se développent pour faire des transactions avec des radios, des satellites et tout. Donc, les États, ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement freiner l'essor de Bitcoin. Et c'est ce qu'ils font, par des réglementations absurdes, par de la fiscalité, etc. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que Bitcoin continue à se développer, malgré ces freins qui sont tout à fait réels. Et le contraste avec Facebook est absolument frappant. Vous savez qu'il y a quelques années, Facebook a essayé de lancer une crypto-monnaie. En quelques mois, les États ont anéanti ce projet. Plus personne n'en entend parler. Alors que pendant ce temps, Bitcoin continuait à se développer tranquillement. Alors aujourd'hui, le nouveau projet des États, c'est créer des monnaies numériques de banque centrale. Donc les banques centrales communiquent beaucoup pour nous rassurer, dire que ça va moderniser les systèmes de paiement, etc., que ça va être magnifique. Moi, je suis très sceptique et je pense que ça va aboutir à supprimer le cash, à décupler l'inflation monétaire, à renforcer la surveillance et le contrôle politique. Alors évidemment, ça n'est que mon opinion. À chacun de se faire une opinion. Mais la propagande et le discours massif des banques centrales est presque irrésistible. Et donc, c'est important de garder l'esprit critique quand même pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et si mon scénario se révèle pertinent, Bitcoin, en fait, se présentera comme une alternative vitale. Les avantages du Bitcoin seront mis en lumière par cet outil étatique. Bitcoin sera une bouée de sauvetage face à un instrument monétaire potentiellement très négatif et spoliateur. Alors, il y a la question environnementale. Vous savez qu'on dit beaucoup que le Bitcoin utilise trop d'énergie, est polluant, etc. Ce débat, il est biaisé, il est largement trompeur. J'ai malheureusement pas le temps de l'approfondir maintenant, mais il y a plusieurs éléments à avoir en tête et pour creuser. D'abord, la forte utilisation d'énergie est nécessaire pour sécuriser ce système. Ça, il faut l'assumer. Mais cette énergie, elle provient largement de surplus d'énergie. C'est-à-dire, sur Terre, il y a énormément d'endroits où il y a des sources d'énergie immenses et qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas valorisées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans des endroits reculés. Et il n'y a pas de demande industrielle et d'activité économique à proximité. Et ces énergies sont difficiles à transporter. Et donc, c'est de l'énergie qui est perdue. Or, les mineurs, eux, ce sont des entités extrêmement mobiles qui peuvent s'installer facilement partout. Et donc, ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'ils vont s'installer dans ces endroits où il y a des surplus d'énergie, parce que c'est là que l'énergie est la moins chère. Donc, l'énergie qu'ils utilisent, en général, personne d'autre n'en a besoin. Ils ne la prennent à personne. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Lightning Network, le réseau Bitcoin va continuer à se développer sans utilisation d'énergie additionnelle. Donc, ce débat, il doit aussi prendre en compte cet aspect. Ensuite, les mineurs, ils utilisent au moins pour 60% d'énergie renouvelable. Cette proportion augmente, il y a des études, il y a beaucoup de débats académiques et tout, mais c'est vraiment une certitude que c'est au moins 60% et ça augmente. Ensuite, quand on réfléchit au coût environnemental du Bitcoin, si on veut que le débat soit vraiment sincère et honnête, il faut prendre en compte d'autres éléments, notamment le coût du système monétaire et financier actuel, qui a un gigantesque coût énergétique. Quand on pense aux milliers d'immeubles bancaires, aux centaines de milliers d'employés des banques, aux inconvénients du système de la monnaie actuelle qui alimente des guerres, quand on prend tout ça en compte, en fait, le système actuel, il est beaucoup plus énergivore et polluant que le Bitcoin. Et il y a un dernier élément à prendre en compte, c'est les bienfaits potentiels du Bitcoin. Toute utilisation d'énergie doit s'analyser en fonction de ce qu'elle rapporte à l'humanité. Or, on est encore dans cette période de l'enfance du Bitcoin. Comme c'est le début, on a encore du mal à imaginer ces bienfaits potentiels. Parce finalement, après tout, on peut se dire que le Bitcoin sert surtout à la spéculation.
Mais ce serait aller beaucoup trop vite en besogne. Ce qu'il faut voir, c'est la tendance. Et ce qui émerge, c'est deux choses. Une potentielle révolution industrielle et une potentielle révolution monétaire. La révolution industrielle, c'est que, comme le montre très bien Antonopoulos, qui est un des principaux vulgarisateurs de Bitcoin dans le monde, Bitcoin, avant d'être une monnaie, c'est un protocole informatique, c'est une nouvelle couche de l'Internet et qui réalise une prouesse. Cette prouesse, c'est de faire à la valeur ce que le web a fait à l'information. Le Bitcoin fait à la valeur ce que le web fait à l'information. Autrement dit, c'est une couche protocolaire sur laquelle des entrepreneurs peuvent concevoir des services pour le bienfait de l'humanité, mais qu'on ne peut pas forcément imaginer instantanément au début. Au début du web, dans les années 90, personne n'imaginait que 20 ans plus tard, il y aurait Amazon, Uber, Airbnb, Zoom, etc. Mais il y avait une brique technologique de base sur laquelle des choses ont été construites. Et en fait, Bitcoin, c'est ça. C'est une brique technologique sur laquelle des services innovants qu'on n'aurait pas pu imaginer avant sont déjà en train d'être construits. Et c'est ça qui alimente tous les fantasmes sur la révolution blockchain. C'est ça qui a fait que des milliers d'autres crypto-monnaies se sont créées pour créer des services qui ne soient pas forcément monétaires, mais qui aient besoin du même genre d'infrastructure que le Bitcoin. Mais depuis quelques mois ou quelques années, on se rend compte qu'il est possible, avec les progrès de la technologie Bitcoin, qu'une grande partie de ces services proposés par les concurrents de Bitcoin, en fait, puissent être réalisés à partir de Bitcoin. Il y a une sophistication croissante du protocole Bitcoin et des protocoles complémentaires qui permettent d'entrevoir ça. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la potentielle révolution monétaire. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, vous savez que plein de choses ont été utilisées comme monnaie, des coquillages, des grains de riz, etc. Mais toutes ces monnaies ont disparu. Pourquoi ? Parce que celles qui étaient les plus aptes à jouer le rôle de monnaie et qui se sont imposées au cours des millénaires, c'était celles qui possédaient un certain nombre de caractéristiques, de qualités objectives, concrètes. Divisibilité, homogénéité, rareté, résistance aux intempéries, portabilité, coût de production élevé. Et la matière, évidemment, qui a le mieux rempli ces caractéristiques, c'était les métaux précieux et l'or. Et accrochez-vous bien, quand on regarde en détail la mécanique Bitcoin, le Bitcoin respecte ces critères, il possède ces qualités. Il est divisible, comme on l'a vu, il est homogène, il est rare, il est portable très facilement, il est résistant non pas aux intempéries, mais aux attaques informatiques, et il est coûteux à produire. Son coût de production est un atout en faveur de sa qualité monétaire. Donc, évidemment, pour servir de monnaie, il va falloir que sa volatilité diminue. Elle reste impressionnante. Quand on voit la courbe du prix, effectivement, c'est impressionnant. En même temps, c'est intéressant de regarder aussi les mêmes prix sur la même échelle de temps, mais exprimés avec une échelle logarithmique. Qu'est-ce que c'est ? Sur l'échelle verticale, les ordonnées, au lieu d'avoir des additions, vous avez des multiplications. Chaque ligne est une multiplication par 10. Et là, on voit une tendance très nette qui se dessine à long terme, une diminution de la volatilité. Même si elle reste aujourd'hui spectaculaire, la question c'est est-ce que cette tendance va se poursuivre ? Si l'adoption se poursuit malgré tous les inconvénients supposés ou réels de Bitcoin, la volatilité pourrait diminuer et permettre au Bitcoin de devenir une vraie monnaie. Et là, ça enclenche une véritable révolution monétaire. Parce que les systèmes monétaires actuels, ils ont beaucoup de défauts. Les monnaies officielles, elles sont fondamentalement inflationnistes. Elles perturbent gravement le fonctionnement de l'économie. Elles ont énormément d'inconvénients qu'on attribue d'ailleurs en général, à mon avis, à tort aux excès ou aux défauts du capitalisme. En fait, non, c'est des problèmes qui viennent de notre système monétaire, qui sont très bien résumés dans ce livre de Rothbard, « État, qu'as-tu fait de notre monnaie ?» Et la monnaie, ce n'est pas normal qu'elle serve de contrôle politique. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été créée. Alors qu'avec Bitcoin, on a une monnaie qui n'est pas inflationniste, ou plutôt qui est désinflationniste. Parce que son rythme de production est positif, il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés, mais comme il y en a de moins en moins qui sont créés, on dit que son régime est désinflationniste.
Et dans une économie Bitcoin, les prix, globalement, auraient tendance à baisser, puisque c'est une monnaie qui est rare, et qui est limitée, son stock est limité. Et en fait, c'est ça le fonctionnement d'une économie capitaliste normale. C'est quand les prix baissent. C'est comme dans le secteur de l'informatique. La concurrence et l'innovation font baisser les prix au bénéfice du consommateur et sans perturber les entreprises. C'est ça la vraie économie de marché. Et c'est ça que Bitcoin permettrait. Et puis Bitcoin permettrait de dépolitiser la monnaie. Même un État qui donne le cours légal au Bitcoin, il n'acquiert aucun pouvoir sur le protocole Bitcoin, sur l'infrastructure Bitcoin, sur le régime d'émission des unités Bitcoin. Il se soumet à Bitcoin, en fait. Et donc, on retrouve une monnaie conforme à son essence, qui est d'être un objet non politique. Donc ça, c'est une révolution absolument vertigineuse, dont on n'a pas encore mesuré toutes les implications, mais ça vaut la peine d'y réfléchir. En conclusion, le Bitcoin n'est pas les crypto-monnaies, il est différent. Il est une monnaie en devenir, il est quelque chose de fondamentalement nouveau qui est en train de devenir une monnaie. Son adoption se renforce, il a les qualités objectives pour être une monnaie, ses défauts sont soit supposés, exagérés, transitoires ou complètement illusoires. Et puis, sa technologie se renforce avec les années, donc la confiance du public se renforce aussi, et le contexte actuel est très porteur, puisqu'on sait que les politiques monétaires vont continuer à faciliter la création de monnaies étatiques sans limite. Pourquoi ? Parce que les dettes publiques et les déficits publics sont maintenant hors de contrôle, notamment le déficit américain. Et donc, la seule solution pour faire face à ces déficits, ça va être de laisser les monnaies étatiques continuer à augmenter en quantité. Et donc, ce contexte est porteur pour Bitcoin. Donc, évidemment, je ne prétends pas vous avoir convaincu de quoi que ce soit ou éclairé en détail sur la technique de Bitcoin. Ma seule ambition, c'était de vous dire que c'est un sujet important. On peut le comprendre, ça nécessite des efforts, mais c'est nécessaire et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Je vous remercie. Je crois qu'on a le temps pour une question. Bonjour, merci pour votre intervention. Ma question, elle est simple. Avec donc la régression des halvings, pensez-vous que la théorie, au niveau du minage, que le dernier Bitcoin prendrait des milliards à miner, pensez-vous que cela, c'est possible? Et c'est une théorie qui se tient ou pas? Le dernier Bitcoin prendrait des milliards à miner, c'est-à-dire il nécessiterait une énorme dépense, c'est ça? Oui. Je n'avais pas particulièrement réfléchi à ce sujet, mais pourquoi pas, effectivement. Mais il faut savoir que si le Bitcoin existe toujours en 2140, on aura largement changé de contexte par rapport à aujourd'hui. Ça voudra dire que les monnaies étatiques ne vaudront plus rien. On sera dans un contexte très très différent. C'est difficile à imaginer. Alors, il y a plein de scénarios, des études, c'est très intéressant et tout. Mais pourquoi pas? Peut-être que ça aboutira à ce que vous décrivez. Ouais. Bon, encore une autre. Ouais. Si le Bitcoin est interdit par les États, alors interdit, on sait qu'on ne peut pas l'interdire technologiquement, mais on peut l'interdire sa sortie et son entrée dans les monnaies fiduciaires. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un mouvement global d'adoption du Bitcoin en tant que tel, comme par exemple donnons un prix d'heure du travail en Bitcoin, et que les gens vont créer des cercles d'utilisation, ou pas, en fait, la question. Je pense que dans un premier temps, ça fera chuter le cours du Bitcoin parce que ça déclenchera une crise de confiance. Ensuite, les gens verront qu'il reste possible d'utiliser le Bitcoin sur le marché noir. Et puis surtout, cette interdiction sera un coup de publicité massif, historique, inespéré en faveur du Bitcoin. Parce que des États qui font ça se comportent en fait comme des dictateurs. Et donc, ils ne feront qu'attirer l'attention du public sur l'intérêt du Bitcoin. Et donc ensuite, après cette phase de stagnation, le Bitcoin reprendra et les États se seront discrédités, comme ça leur arrive parfois, pour rien, et auront au contraire facilité l'essor du Bitcoin. Allô? Oui. Oui,
une dernière question. L'aspect rareté est un phénomène fondamental pour le Bitcoin. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas en faire d'autres, étant donné que c'est open source. Donc, est-ce que c'est le premier qui a atteint une certaine maturité et finalement il va tuer tous ses petits frères? Mais voilà, comment expliquer qu'on ne peut pas en faire d'autres, en fait, puisque c'est open source? Oui, alors c'est une question que je trouve très intéressante parce que ça fait partie de ces aspects pas très intuitifs en fait dans Bitcoin. Donc vous avez raison, on peut copier le protocole et créer ses propres bitcoins. Moi, je peux copier le protocole Bitcoin et émettre un bitcoin complémentaire qui s'appellera le Yoricon ou le Bitcoin Yorick. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est est-ce qu'il va être accepté par le réseau. Et le système est conçu d'une telle manière qu'il sera rejeté immédiatement. Et si moi, j'arrive pas à convaincre le réseau que ce bitcoin est valide, ben en fait, ça n'aura servi à rien. Alors, en revanche, de temps en temps, il y a des débats pour changer le protocole et certains développeurs ne sont pas d'accord entre eux et font des scissions et créent des bitcoins parallèles en pensant que ça va améliorer le système. Et ça arrive régulièrement. Et parfois, en fait, c'est des raisons qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas pour arnaquer les gens. Et la plupart, enfin, toutes ces initiatives ont périclité parce que les gens préfèrent continuer à utiliser le bitcoin tel qu'il est validé par le protocole dominant. Oui, On doit arrêter là. Une dernière question? Bon, une dernière. Elle est une dernière, merci. L'arrivée des bitcoins dans le discours politique américain, aujourd'hui on l'entend de plus en plus, tant des républicains que des démocrates. Quel serait l'impact de cette arrivée dans leur campagne publicitaire, enfin campagne politique sur le bitcoin? Il y a 4 ans, on savait que ça arriverait pour cette élection de cette année, qu'aux États-Unis, le bitcoin deviendrait un sujet politique. Aujourd'hui, il n'est pas un sujet majeur dans la campagne américaine. En fait, c'est une progression, c'est une évolution qui est très lente. Trump, il ne comprend rien au bitcoin, ça ne l'intéresse pas, mais évidemment, il a pigé que c'était un enjeu électoral, parce qu'il y a maintenant des dizaines de millions de gens qui ont des cryptos. Et dans 4 ans, eh ben, le débat aura encore progressé, et dans 8 ans encore plus. Et donc tout ça, c'est un facteur extrêmement positif en faveur du Bitcoin. Et ça ne rend pas Bitcoin plus vulnérable au monde politique pour autant. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée.